Bonjour et bienvenue dans le podcast Mieux vivre sa PMA. Le podcast qui met des mots sur ce que l'on vit quand on est dans un parcours PMA. Le podcast qui vous aide à trouver l'équilibre émotionnel au quotidien. Alors si vous sentez que vos nerfs sont régulièrement mis à l'épreuve, si vous sentez que votre ascenseur émotionnel est dicté par votre PMA, vous êtes exactement au bon endroit. Je suis Teddy et j'essaye de vous transmettre toutes les semaines des outils, des informations, des choses utiles qui vont vous aider à retrouver la maîtrise de vos émotions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de rentrer dans un sujet un peu plus technique que j'avais déjà commencé à aborder lors du précédent podcast qui s'appelle « Se réjouir du bonheur des autres » dans lequel je parle du fait de mieux vivre des annonces de grossesse ou d'accouchement. Et donc, j'avais beaucoup parlé des pensées alternatives que l'on pouvait essayer de mettre en place pour mieux vivre et mieux accepter le fait que notre projet à nous n'avance pas aussi vite que l'on le souhaiterait, mais par contre que le projet des autres coche complètement nos cases à nous par rapport au plan de vie que l'on pouvait avoir. Et comme je vous disais, je parlais beaucoup des pensées et donc de nos émotions. Donc, dans le podcast d'aujourd'hui, je vais définir beaucoup plus ce qu'est les pensées et aussi vous expliquer pourquoi c'est important de prêter attention à ces émotions. Parce qu'un parcours PMA est complètement source d'un véritable ascenseur émotionnel. Et si on arrive à gérer de manière un peu plus fluide, de manière un peu plus constante nos émotions, il est beaucoup plus facile d'atteindre l'équilibre émotionnel et donc de vivre chaque émotion de manière plus ou moins intense et plus ou moins longue. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une émotion ? Alors une émotion, c'est une réaction affective. Donc qui dit affective, c'est que donc elle va déclencher en nous, elle va jouer sur notre affect. Et c'est une réaction qui est liée à un événement extérieur. Donc, notre lecture de l'événement, notre réaction face à l'événement est complètement différente d'une personne à l'autre. On ne peut pas considérer qu'un événement engendre forcément telle ou telle émotion. C'est en ça qu'une émotion est affective, c'est qu'elle est complètement différente d'une personne à l'autre. L'émotion, on va d'abord la ressentir de manière psychique. Si par exemple, là je suis en train d'enregistrer mon podcast, je suis toute seule dans la maison, en revanche j'entends la porte s'ouvrir alors que je n'attendais personne, ma première réaction, la première chose que je vais ressentir, c'est quelque chose de psychique. Par exemple, je vais avoir mon cœur qui va battre un petit peu plus fort, mon rythme cardiaque qui peut éventuellement s'accélérer, je vais peut-être avoir le souffle coupé. Mais clairement, c'est d'abord psychique. Ensuite, ma réaction va être physique. Donc, je vais par exemple tourner la tête. Je vais par exemple complètement me bloquer. Vous allez être tétanisé physiquement. Donc, j'ai d'abord une réaction qui vient de mon corps. D'abord de l'intérieur et ensuite de l'extérieur de mon corps. Et c'est une réaction qui est, comme je vous disais, complètement différente en fonction des personnes. Ensuite, une fois que ma réaction aura été physique, je vais mentaliser mon émotion et donc me dire, tac, j'ai peur. Et tac, qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, je vais avoir vraiment là un comportement. Et je vais soit aller voir qui est dehors, qui rentre dans la pièce, ou si vraiment j'ai peur et que j'attendais vraiment personne et que je me dis pas que c'est peut-être mon conjoint qui rentre plus tôt parce qu'il a oublié quelque chose, je vais m'enfermer dans la pièce. Mais bon, j'exagère un petit peu. Mais donc vous l'aurez compris, on est vraiment dans cette démarche de réaction qui arrive d'abord psychique à l'intérieur du corps et ensuite physique à l'extérieur du corps et ensuite après j'ai mentalisé cette émotion, je peux la nommer presque si je suis assez fin et ensuite j'ai une réaction. De manière générale,
nous avons tendance à dire qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Et personnellement, je ne suis pas réellement d'accord avec ça. Je pense que euh, chaque émotion a sa place et que si elle existe, c'est que nous en avons besoin. C'est que c'est quelque chose de naturel. Les émotions, c'est pas quelque chose qu'on a créé de toutes pièces. C'est quelque chose qui est en nous. Quand on apprend à les nommer, quand on leur donne un nom, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont étudiés, qui les ont euh, découpés finalement et catégorisés. Et donc c'est quelque chose qui est complètement naturel. Et je pense que si c'est quelque chose de naturel, on doit et les considérer comme utiles et ne pas penser qu'une émotion ne nous apporte rien ou qu'une émotion doit être a priorisée par rapport à l'autre. Il existe 5 familles d'émotions, enfin 5 émotions, pardon, 5 émotions primaires, et ensuite après des émotions secondaires. Et c'est vrai que ces émotions primaires sont vraiment des émotions de base. La première émotion, d'abord, c'est la joie. La joie, en fait, c'est quelque chose qui est issu d'un sentiment de satisfaction lorsqu'on a atteint un objectif, lorsque l'on a obtenu quelque chose que l'on désire. Donc, on va ressentir de la joie. Ensuite, on a la troisième émotion qui est la colère. Et là, c'est une émotion que l'on ressent lorsque on veut se protéger de quelque chose, lorsque on est frustré par rapport à une situation, ou alors c'est une émotion qui vient lorsque l'on est face à un obstacle, parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut, ou parce qu'on sait que cet obstacle va vraiment nous poser des problèmes pour obtenir ce que l'on veut. Très clairement, quand on nous annonce que l'on est infertile et que l'on doit rentrer au PMA et que ça risque d'être compliqué d'avoir des enfants, c'est l'émotion que l'on ressent en premier, c'est de la colère. Et cette émotion va durer plus ou moins longtemps en fonction de notre possibilité à passer à un niveau supérieur. Donc à transformer, à changer d'état émotionnel. Ensuite, la troisième émotion, c'est la peur. Donc moi, c'est une émotion que je dirais pas que j'aime beaucoup, mais que en tout cas je trouve très intéressante parce que la peur, c'est une émotion qui est amenée face à notre capacité d'anticipation. Donc on va anticiper un danger, une menace, et donc ensuite on va se retrouver face à une situation souvent de blocage parce que notre cerveau aura tellement bien anticipé les pires choses que l'on va se retrouver complètement paralysé. Et je trouve que c'est une émotion qui est intéressante parce que finalement c'est une émotion que l'on peut gérer, que l'on peut atténuer en se reconnectant au présent. Si l'on vit totalement dans le présent, on arrête donc d'anticiper les choses et donc on arrête d'avoir peur. Et je trouve que c'est vraiment une émotion qui pour moi est vraiment intéressante et je dirais pas facile à enlever, c'est pas ça du tout, mais qui est, je dirais, agréable à enlever parce que j'aime me reconnecter au présent. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien de vivre le moment tel qu'il est, le moment là, tout de suite. Je suis à être à 100% dans ce que je fais. Moi, ça me fait du bien, ça m'apaise et c'est en ça que je trouve que c'est une émotion qui est intéressante. Voilà, bon, c'était pour la petite histoire, je referme la parenthèse. Donc la quatrième émotion, parce que là je suis toujours en train de vous lister les 5 émotions primaires. Donc la quatrième émotion, c'est la tristesse. Donc là, c'est une émotion qui est liée à la perte. C'est une émotion qui est liée à un sentiment d'impuissance, à de la déception. Quand on ressent de la tristesse, on va perdre en énergie, on va perdre en motivation et on peut parfois complètement s'isoler. C'est notamment une émotion qu'on ressent aussi beaucoup en PMA parce que on a vraiment un peu par moment l'impression de perdre son temps. On peut avoir l'impression quand on cumule en plus ça avec la peur de ne pas y arriver. Donc c'est vrai que c'est des émotions qui sont très dures à vivre. Donc voilà, c'est la quatrième émotion, c'est la tristesse.
Et c'est une émotion qui peut aussi générer un, un besoin d'isolement. La dernière émotion, alors pour certains ça n'en est pas une, pour moi ça en est une, c'est le dégoût. Là c'est le sentiment, enfin c'est même pas un sentiment, c'est une aversion vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être physique ou ça peut être psychologique et ça peut être même une odeur, voilà, ou un légume. Voilà, c'est une aversion, le dégoût, c'est une aversion que l'on a vis-à-vis d'une personne. Euh, c'est un sentiment qui peut parfois pousser vers la peur, vers la phobie de quelque chose. Donc ça c'était pour les émotions primaires, donc qui sont la joie, la colère, la peur, la tristesse et le dégoût. Maintenant je vais vous parler des émotions secondaires, mais que là par contre on va plus catégoriser comme sentiments ou sensations. C'est pas vraiment là. Ça dépend toujours des écoles, hein, mais certains ne vont pas considérer ces émotions secondaires comme des émotions. Mais finalement, c'est que de la terminologie, c'est pas grave. Donc les émotions secondaires, ce sont des émotions qui vont être créées à partir d'émotions primaires. Donc ça peut être parfois un mélange de deux émotions primaires, mais ça peut être aussi un mélange d'émotions primaires plus un sentiment, une sensation. Donc par exemple, si je ressens de la tristesse au fond de moi parce que je sais pas, je viens d'avoir un on vient de m'annoncer que mon protocole est annulé parce que le Covid, malheureusement, je ne suis pas prioritaire. Mon désir d'enfant n'est pas prioritaire, donc je vais ressentir vraiment de la tristesse. Et en même temps, j'apprends que dans la ville d'à côté, c'est pas du tout le cas. Les protocoles, eux, ou le département d'à côté, c'est pas le cas. Les protocoles, eux, vont continuer. Donc, là, je vais ressentir de la colère. De la colère contre moi, de la colère contre les autres. Et tout ça, ça va. Donc, voilà. Donc, je mélange de l'envie à de la tristesse. J'obtiens de la colère. Un outil que je trouve très intéressant pour apprendre à connaître les différents types d'émotions, c'est la roue de Beck, la roue des émotions de Beck, Beck, B-E-C-K, qui en fait permet d'identifier 8 types d'émotions primitives, pardon. Il les classe un peu, vous savez, comme les couleurs. Il y a l'émotion primaire, des émotions secondaires et des émotions tertiaires. Et lorsque l'on mélange ces différentes émotions, on obtient d'autres sensations. Et je trouve que cette roue est vraiment très intéressante parce qu'elle permet d'étoffer un petit peu notre vocabulaire émotionnel. Et plus on connaît du vocabulaire émotionnel, plus on est à même de parler de nos émotions de manière fine et donc d'être compris et donc d'obtenir finalement en retour une réponse beaucoup plus adaptée à ce que l'on attend. Et c'est vrai que la route bec, pour ça, je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante qu'un simple tableau qui nous listerait les différentes émotions, parce que la route bec, elle permet vraiment de connaître cette espèce de finesse. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. En termes d'émotion primaire, lui, il va dire que si on mélange de l'amour, face à un sentiment d'extase. Non, c'est pas ça. Beck, excusez-moi, Beck, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que si on mélange l'extase, genre, je suis extase, c'est les to be free, je sais pas si vous connaissez, voilà, c'est les to be free, je les vois, un sentiment d'admiration, waouh, non mais vraiment, ce qu'ils font, c'est génial, mais on obtient de l'amour. Donc, j'ai plus envie de vous dire, c'est un petit peu ce qu'on ressent quand on rencontre une personne pour la première fois et qu'on a un petit peu les papillons dans le ventre et qu'on se dit waouh, 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 c'est mon crush. Donc, le mélange de l'extase et de l'admiration va nous créer de l'amour. Ensuite, on va encore mélanger des émotions qui peuvent être un peu voisines. Par exemple, si on mélange de la joie, donc c'est vraiment une situation où on est très content et en même temps de la peur, on obtient de la culpabilité. Notamment, c'est si par exemple on est un peu excité, on sent qu'on va faire un petit truc un petit peu une connerie, quoi, on va pas se mentir. Et bien le fait d'avoir peur en même temps, on peut obtenir de la culpabilité. Donc je trouve cette roue vraiment très intéressante parce qu'elle permet vraiment d'avoir une finesse et donc de décrire un petit peu plus précisément ce que l'on ressent.
Donc pour terminer dans ce qui est explication des émotions, j'aime beaucoup la phrase d'Antonio Damasio. Antonio Damasio, c'est un neuroscientifique des émotions. Damasio, Damasio. Et il dit: les émotions et les sentiments ne sont pas une luxure, ils représentent la manière de communiquer nos états mentaux aux autres et c'est aussi un guide pour pouvoir prendre des décisions. Donc apprendre à gérer ses émotions, c'est quelque chose qui va nous aider à communiquer avec les autres, mais aussi nous aider à communiquer avec nous-mêmes. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que lorsque l'on est en PMA et qu'à un moment on nous dit écoutez, on va changer de protocole ou écoutez, aujourd'hui vous devez avoir affaire à un don d'ovocytes ou à un don de sperme, et ben, apprendre à gérer nos émotions va nous permettre de beaucoup plus facilement prendre cette décision sans être complètement affecté par des émotions trop explosives. Maintenant, nous allons voir comment naissent nos émotions. Donc, nos émotions, elles naissent de nos pensées. Alors, pour certains, ce n'est peut-être pas un scoop, mais pour moi, le jour où je l'ai appris et que du coup j'ai accepté de valider cette entre guillemets théorie des émotions, ça a été vraiment une véritable découverte parce que pour moi, j'ai toujours pensé que c'était l'événement qui me faisait réagir. J'ai toujours pensé que si je réagissais de telle ou de telle manière, c'est parce que... Alors, je prends des exemples souvent des réactions négatives, quand je rentrais dans des colères. Voilà, donc quand je rentrais dans une colère, c'était vraiment lié à ce qu'avait dit ou à ce qu'avait fait la personne. Et du coup, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à... Et enfin, ça a été une véritable révélation pour moi de me dire que comment ça, la personne n'y a rien à voir. Comment ça, c'est pas ce qu'elle a fait, mais il n'aurait jamais dû me dire ça, celui-là. Mais donc, j'y ai mis beaucoup de temps. Donc, de me dire que la personne n'avait rien à voir avec l'émotion que je pouvais ressentir. Le deuxième point, c'était que mes pensées, pour moi, étaient le reflet de mon identité. J'étais complètement en accord avec mes pensées. Et mes pensées, c'était moi. Mon identité se faisait à travers ce que je pensais. Et ce que je pensais, mais c'était dur comme de la pierre. C'était tangible comme le micro que j'ai actuellement pour écrire, enfin pour vous enregistrer le podcast, c'était tangible comme là, mon écran devant les yeux, enfin c'était quelque chose que je pouvais presque toucher, qui était presque palpable, et c'était vraiment mon identité. Et du coup, finalement, quand on nous dit que nos émotions naissent de nos pensées, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si tu arrêtes de penser ça, tu vas arrêter de ressentir cette émotion. Et je me disais, mais attends, non, il faut que Apollon, mon cher et tendre, arrête de mal remplir le lave-vaisselle. Non, le vrai problème, c'est pas ma pensée, c'est lui qui a mal rempli le lave-vaisselle. Non, mais là, arrêtez votre bullshit, quoi. Non, c'est ce médecin-là qui n'aurait pas dû me parler comme ça. Il n'aurait pas dû être aussi froid, aussi désagréable en m'annonçant ma fausse couche. C'est de sa faute à lui. Et vous voyez, il y a des situations comme ça qu'on a dans le quotidien où on se dit, mais non. Eh ben si, un jour, j'ai décidé d'adhérer à la théorie du fait que non, les circonstances sont complètement neutres. Le médecin m'a annoncé la fausse couche en ayant le moins d'empathie possible. Et oui, pour autant, je peux le prendre différemment. Et certaines personnes vont peut-être le prendre différemment. Comme je vous le disais, l'émotion, c'est affectif. Et donc, d'une personne à l'autre, elle change complètement. Et pour moi, ça a été réellement une découverte parce que, comme je vous disais, pour moi, c'était très tangible. Mais en même temps, ça a été une découverte qui m'a soulagée. Qui m'a vraiment soulagée parce que j'étais dans un combat constant à vouloir changer les choses.
Mais mon Dieu, ce combat, qu'est-ce qu'il était épuisant. Mais qu'est-ce qu'il était épuisant. Enfin, de vouloir que la terre entière change, que vouloir que les gens soient plus empathiques, que vouloir que les gens soient plus bienveillants, vouloir que les gens soient plus... Enfin, et à un moment, on se rend compte qu'on peut pas, quoi. On se rend compte qu'on ne peut pas changer les gens, qu'on ne peut pas changer en un tour de main la société parce que... Et que ce changement qu'on veut apporter à la société, finalement, en comprenant que c'était mes pensées qui géraient mes émotions, qui produisaient mes émotions, ça m'a vraiment permis de me dire, mais attends, ça veut dire que je peux changer les choses toute seule. Et donc, je n'ai plus besoin que mon cher étendre vide ou range correctement le lave-vaisselle pour me sentir bien. Et donc là, je vous assure que je suis rentrée en mode, mais attends, mais sérieusement, en fait, j'ai un pouvoir de dingue. Mais sérieusement, je suis une warrior. Je suis une Amazone. J'ai un pouvoir de dingue. C'est mon super pouvoir. Enfin, je vous jure, ça a été une vraie délivrance pour moi parce qu'à un moment, je me suis dit, mais c'est vrai, le seul truc sur lequel j'ai un vrai levier, c'est moi. Et ce levier, en plus, c'est beaucoup plus facile pour moi de le transformer parce que les choses que j'ai envie de changer me tiennent vraiment à cœur. Quand je demande à mon Apollon cher et tendre de mieux ranger le lave-vaisselle, mais le gars, il s'en cogne. Dans sa tête, il se dit, mais hé, la fille là, elle m'embête pour cette histoire de lave-vaisselle, mais pourquoi? Le médecin, lui pareil, il s'en cogne. Bien sûr que j'aimerais que ce soit un médecin qui soit beaucoup plus empathique, mais lui, pour lui, je suis qu'un numéro. Je suis juste une personne qui va avoir pendant 20 minutes, et encore je suis gentille. Ensuite, il va me laisser à d'autres, et qui va me voir pendant un très court de temps, et qui m'aura oublié parce qu'il sera passé à quelqu'un d'autre. Mais par contre, moi, je suis avec moi et moi tout le temps. Et du coup, ça a été réellement une révélation pour moi qui m'a littéralement transformée. Et ça marche avec tout. C'est ça aussi qui est génial avec cette théorie, c'est que ça marche avec tout. Là, en ce moment, je fais un accompagnement avec une femme qui m'a dit, lors de notre précédente séance, de toute façon, moi, je suis pas une vraie femme, j'arrive pas à enfanter, je dois passer par la PMA pour enfanter, et même en passant par la PMA, je galère. Et je suis pas une vraie femme. Puis de toute façon, vous savez qui est une vraie femme? C'est ma belle-mère. Elle a eu 6 enfants. Et en plus, elle les a élevés toute seule. Et elle n'a pas galéré pour les avoir. Elle, c'est une vraie femme. Et là, enfin vraiment, je me suis dit, d'accord, mais on a travaillé pour comprendre quelle était cette pensée racine, pourquoi elle en était arrivée à penser qu'elle n'était pas une vraie femme et quel rôle jouait sa belle-mère dedans. Mais en fait, on s'est rendu compte que sa belle-mère lui avait balancé une fois dans la gueule. Mais moi, de toute façon, je suis une vraie femme. J'ai eu 6 enfants. Et la pauvre minette, ça lui reste. Ça lui reste jusqu'à en finir par penser qu'elle n'est pas une vraie femme. Alors, on a fait un travail derrière pour vraiment identifier ses pensées racines et aussi pour lui permettre de prendre conscience que elle avait des pensées qui ne lui appartenaient pas. Et c'est ça qui est très important. Quand on peut comprendre que nos émotions découlent de nos pensées, c'est que finalement on va se libérer de pensées qui ne nous appartiennent pas, qui nous ont été données par notre éducation, qui nous sont transmises par le poids de la tradition, des pensées qui nous sont transmises par la télévision ou par notre belle-mère. Mais ça aurait pu être, je sais pas, une voisine, j'en sais rien. Mais des pensées finalement qui ne nous appartiennent pas. Et du coup, le fait de savoir ça, on sait qu'on a un levier qui va nous permettre de faire le tri sur ces pensées qui nous sont inutiles et en plus désagréables. Donc, c'est pour ça que je trouvais vraiment ça a été une découverte pour moi. Alors, finalement, c'est quoi le cycle naturel d'une émotion? Le cycle naturel d'une émotion, c'est d'abord un événement, une situation complètement neutre, un événement extérieur à nous-mêmes, qui derrière va nous faire avoir une pensée qui arrive de manière très rapide. Des fois, on ne se rend même pas compte
que cette pensée arrive. Et c'est cette pensée qui va derrière générer une émotion. Une émotion qui peut être négative ou positive en fonction de la pensée que nous avons eue. Et ensuite, cette émotion qu'on va d'abord vivre dans notre corps de manière psychique et physique va ensuite engendrer un comportement. Là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est le cycle naturel du triangle de Beck, Beck, B-E-C-K, que vous pouvez facilement trouver sur Internet, donc qui explique bien que c'est événement, pensée, émotion, comportement. Maintenant, nous allons voir en quoi c'est important de gérer nos émotions. Je vous en ai déjà parlé précédemment là tout de suite, dans les précédents chapitres, mais j'avais envie de le récapituler à l'intérieur d'une session spéciale. D'abord, apprendre à gérer ses émotions et à les comprendre, c'est renouer avec son corps. Comme je vous le disais, les émotions passent d'abord par le corps pour nous donner une information, pour nous parler. Et c'est vrai que dans la PMA, quand on a un peu l'impression de n'être plus qu'un objet physique, que on nous contrôle un petit peu à travers, que les protocoles nous font perdre en connexion avec notre corps, quand on nous dit quand avoir des rapports, quand on nous dit on nous déclenche nos règles de manière un peu artificielle, complètement artificielle d'ailleurs, je trouve que c'est très bien à un moment de se rappeler que finalement notre corps fonctionne toujours aussi bien et qu'il est capable de nous communiquer quelque chose, de nous donner des informations sur ce qu'il se passe dans notre tête. Le deuxième aspect qui explique pourquoi c'est important d'apprendre à comprendre ses émotions, c'est que ça nous évite de laisser nos émotions prendre le contrôle de nos actions, prendre le contrôle de nos décisions. Nous avons souvent des décisions importantes à prendre, notamment en PMA, et c'est vrai que si nos émotions sont trop difficiles à gérer, si nos émotions par moments nous dépassent, on a beaucoup de mal à prendre des décisions pour nous ou pour notre couple. Le troisième point, qui explique pourquoi c'est important de prendre en compte nos émotions, c'est parce que nos émotions nous permettent d'être beaucoup plus fins dans notre communication. Et du coup, le fait d'être beaucoup plus fin nous permet clairement de mieux nous exprimer, de mieux partager avec les autres et de mieux expliquer ce que nous ressentons. Vous savez, c'est notamment le cas lorsque l'on commence à s'isoler ou alors que l'on vit un échec et qu'on a souvent le sentiment que les personnes ne nous comprennent pas et qu'on a uniquement besoin d'aller se mettre avec des personnes qui ont le même problème que nous et parce qu'ils nous comprennent à demi-mot, mais le fait de mieux expliquer nos émotions, d'être fin sur notre connaissance de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, ça va nous permettre de nous reconnecter avec le monde des fertiles parce qu'on va leur décrire de manière beaucoup plus clair, beaucoup plus fine ce qu'on ressent et donc forcément quand les personnes nous aiment, ils vont accueillir ça de manière beaucoup plus simple et peut-être trouver plus facilement les mots pour nous accompagner, pour avoir le bon comportement vis-à-vis de nous qui va nous faciliter la tâche. C'est en ça que la gestion des émotions permet de nous reconnecter aussi aux autres parce qu'on sait que quand on est en parcours PMA, souvent on est déphasé des gens. Il y a deux mondes. Il y a le monde des fertiles et le monde des infertiles. Et malheureusement, on se déphase souvent du monde des infertiles. Des fertiles, pardon. Le quatrième point qui pour moi explique que c'est important d'apprendre à comprendre et à gérer nos émotions, c'est parce que on est rempli de pensées automatiques. En fait, c'est cette petite voix intérieure qui va nous envoyer un message, comme je vous disais, qui peut souvent être lié à notre enfance, notre éducation, à nos croyances. Et donc, cette petite voix va nous générer cette petite pensée automatique, bam, 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 qu'on va à peine avoir le temps de capter et qui va nous gérer des choses, nous déclencher des émotions et donc des comportements qui ne sont pas forcément adaptés. Et le fait de pouvoir
canaliser, de pouvoir capter cette petite voix, de pouvoir aussi l'apaiser, ça va vraiment nous permettre de réguler nos pensées et d'arrêter de vivre en pilote automatique et de pouvoir transformer les différentes pensées que nous avons en nous et de simplement créer en pilote automatique des pensées qui nous font du bien, des pensées qui nous apaisent et ne pas laisser ces pensées nuisibles prendre complètement le dessus parce qu'on ne sait même pas qu'elles existent. C'est en ça que ce travail d'apprendre à comprendre ses émotions est quelque chose qui peut considérablement atténuer le brouhaha qu'on a dans notre tête et de nous permettre de nous libérer, de nous délester d'un poids. C'est aussi quelque chose qui va nous permettre de se rendre compte que les pensées automatiques que nous avons ne sont pas forcément réelles et que du coup, on va pouvoir les interroger pour savoir quelle pensée il est bon de garder pour nous et quelle pensée il est bon de transformer. C'est la question de la véracité de nos pensées, de la véracité de ce qui est et de ce qui existe. Et le terme véracité a une vraie importance pour moi et ce sera d'ailleurs l'objet d'un podcast parce que je pense qu'on peut vraiment s'interroger pendant une bonne petite demi-heure sur est-ce que ce que nous pensons est. Et je vais vous rajouter une petite phrase de Beck, vous comprenez que je l'aime beaucoup. Il dit la façon dont une personne s'écoute ou se donne des instructions, se félicite ou se critique, ou la façon dont il interprète les événements et les faits explique non seulement son comportement normal, mais éclaircit aussi le fonctionnement interne dans des troubles émotionnels. Donc vous voyez en quoi c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, je vais vous parler de comment apprendre à gérer nos émotions. Mais ça, c'est pareil, ça fera vraiment l'objet d'un vrai podcast entier parce que ça le mérite et donc j'ai envie de vous donner quand même des informations suffisamment étoffées. Mais ce que je peux déjà vous dire dans un premier temps, c'est que c'est un long travail. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se fait en prenant son temps, mais c'est aussi quelque chose où on peut voir des effets rapides et c'est ça qui est bien parce que dans tout processus de changement, ce qui nous permet de vraiment continuer à avancer, c'est de voir les résultats. Vous savez, c'est comme un régime. Si on se pèse toutes les semaines et qu'on ne voit pas de poids, notre balance baisser, le poids qui s'affiche sur la balance baisser, on va être démoralisé. En revanche, si on voit notre poids baisser, on va être d'autant plus motivé et on va se dire, les efforts que je fais actuellement ne sont pas vains. La gestion des émotions, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir dans un cas tout de suite les bienfaits et on va se dire, c'est quelque chose que je vais continuer. Et quand je dis que c'est un travail qui est long, je veux dire que c'est un travail qui peut être long en fonction du type de pensée que vous avez. Plus vous avez des idées noires, plus le travail peut être long. Donc c'est en ça que je trouve que c'est long. Et ça peut aussi être long parce que c'est d'abord un changement de comportement. Mais à mon sens, c'est un travail qui est vraiment bénéfique et je dirais même agréable à faire. Donc concrètement, pour apprendre, il faut prendre son temps de se poser la question, de savoir ce que l'on pense et de reprendre certaines des situations que l'on vit ou que l'on a vécues et de se poser la question, qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là ? Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là ? Et se refaire un peu le film de l'événement, de se dire, par exemple, vous êtes invité à une réunion de famille et vous n'avez pas spécialement envie d'y aller parce que vous vivez ça comme une contrainte, vous vous dites que on va encore vous poser des questions, quand est-ce qu'il arrive ce bébé ? Et clairement, vous le sentez pas du tout. Et l'idée, c'est peut-être de se poser la question, de dire, ok, concrètement, pourquoi je n'ai pas envie d'aller à cette réunion de famille ? Ok, d'accord, on va me parler de mon infertilité, ok, d'accord. Mais maintenant, il faut essayer d'aller plus loin. Essayer de se dire que souvent, la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est la pensée qui va masquer la réalité. C'est la pensée automatique qui vient et qui va le masquer. Maintenant, il faut essayer d'aller un peu plus en profondeur et se dire, qu'est-ce qu'il
peut avoir comme mot de pensée beaucoup plus racine? Quelle est la personne qui, pour le coup, va vraiment me déranger? Des fois, c'est qu'une seule personne, c'est pas forcément toute la réunion de famille. En quoi, voilà, qu'est-ce que je suis en train de penser, de me dire? Donc, dans ces moments-là, c'est faire place au silence. Vous prenez l'événement et vous y repensez de manière silencieuse. Et vous laissez venir à vous tout ce qui vient. Vous laissez venir à vous. Des fois, pendant, moi je dirais 5 minutes pour commencer. Allez, même 3 minutes pour commencer. Et vous laissez venir à vous les différentes pensées qui viennent. Alors oui, ça peut paraître mais complètement simple, mais je vous assure que le pouvoir du silence est vraiment quelque chose de très positif. Et une fois que la pensée est arrivée, et que les différentes pensées sont arrivées, et que la pensée problématique est arrivée, c'est facile, vous allez le ressentir. Vous allez savoir, vous allez comprendre que c'est, ah ok, le problème, la pensée racine vient de là. Et une fois que vous avez cette pensée racine, cette pensée problématique, vous avez la liberté d'en changer et d'essayer de la transformer. Donc, c'est quand même une méthode qui est simple, mais simple ne veut pas dire forcément facile. Donc, voilà. Mais je vous invite réellement à le faire sur des petites choses au début. D'ailleurs, commencez par vous entraîner. Moi, je suis partisane du petit au début pour vraiment créer, vous savez, les fondations. Et ensuite, après, on voit un peu plus gros. Donc, vous pouvez très bien commencer au début par un événement relativement anodin, une petite dispute que vous avez eue avec quelqu'un ou un énervement que vous avez eu par rapport à quelqu'un dans la rue. Et d'essayer de vous concentrer sur cet événement et laisser venir à vous complètement les pensées que vous avez eues face à cette situation qui ont engendré des émotions négatives ou positives. Mais vous inquiétez pas, c'est clairement, ça s'appelle le flot de pensée, et le flot de pensée, je vais en faire un micro-podcast pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais prendre un événement qui m'est arrivé et vous détailler le flot de pensée que j'ai eu à ce moment-là. Et comment j'arrive à avoir rapidement le flot de pensée. Parce qu'en fait, plus on va s'entraîner et plus les pensées vont arriver. Et des fois, on n'aura même pas besoin de se penser parce que notre cerveau sera vraiment entraîné à capter la pensée racine. Donc voilà, j'en ai terminé pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que, comme d'habitude, vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que moi j'en ai pris à le faire. En tout cas, si c'est le cas pour vous, n'hésitez vraiment pas à mettre les 5 étoiles parce que, comme je vous le dis, ça va vraiment permettre au podcast d'être beaucoup plus visible, et donc s'il vous a servi à vous, il pourra servir à d'autres. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter via le lien que j'ai mis dans la description et vous permettre de recevoir un petit cadeau. Moi, c'est un cadeau qui est très agréable. Un petit moment de détente, un petit moment pour soi, franchement ça fait pas de mal, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le lien Calendly pour vous inscrire à un premier rendez-vous découverte de mon accompagnement. C'est un premier rendez-vous qui dure 45 minutes pendant lequel on fait un véritable accompagnement, une vraie mise en situation. Et c'est pas uniquement je vous décris ma méthode, on travaille directement avec ma méthode, donc on va pas forcément aller chercher un sujet très 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 important, mais c'est un sujet qu'on peut traiter quand même en 45 minutes, un sujet de PMA. Bon voilà, écoutez, j'en ai terminé, je vous dis à très vite et je vous souhaite plein de plus. À bientôt.